L'aventurier, il a vu cette coiffure sur vous, il dit c'est bien. Si je fais ça, il y a beaucoup de gens qui vont la prendre, ça va marcher. Donnez-moi l'argent. Il n'a aucune épargne, donnez-moi l'argent. Et puis je vais me développer. Ça, c'est un aventurier parce qu'il ne sait pas comment il va faire aujourd'hui pour arriver. La dame, elle sait comment elle va concevoir. À la limite, elle n'a pas eu besoin de vous pour commencer. Elle a pris ses petites épargnes et elle a commencé. Donc, l'épargne précède toujours le crédit si on veut fonctionner normalement. Celui qui privilégie son confort matériel à la satisfaction du travail bien fait, bientôt perdra les deux. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans City Mag, le podcast qui donne la parole aux leaders d'opinion, ces personnes qui façonnent notre société. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir un entrepreneur visionnaire, un homme dont l'engagement a permis de changer la vie de nombreuses personnes, non seulement en Côte d'Ivoire et même au-delà. Il est le fondateur et le PDG de Cofina, le premier groupe africain de mésofinance. Mesdames et messieurs, je reçois aujourd'hui Monsieur Jean-Luc Conan, à qui j'adresse nos chaleureuses salutations et la bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Conan, tout de suite dans l'introduction, on a compris que vous étiez dans le domaine de la finance. Et pourquoi précisément la finance et pas un autre domaine? Je disais, j'y ai pas pensé au départ. Comme tout étudiant, on ne sait pas trop au départ ce qu'on veut faire. Je dirais, j'étais pas assez bon pour être médecin, donc je me suis orienté vers un secteur moins demandeur, j'allais dire. C'était pas une passion au départ, mais au fur et à mesure, ça l'est devenu. D'accord. Et finance, pour beaucoup de personnes qui nous suivront, en tout cas sur ce podcast, se demanderont, mais c'est quoi la définition de la finance au final? Est-ce que vous pouvez donner une définition avec des mots, on va dire, terre à terre? Oui, on va essayer d'être très terre à terre parce que, in fine, moi, je pars du principe que quand on vous explique les choses, on n'arrive pas à vous expliquer les choses de manière simple, c'est que nous-mêmes, on n'a pas compris Absolument. ce qu'on Je faisait. suis d'accord. Alors, comment vous dire, je vais prendre comme base la comptabilité qui est en fait le fait de faire des plus et des moins. Oui, Présente de façon basique ce qui rentre dans votre portefeuille et ce qui sort, donc oui, comment vous le comptabilisez. Et puis quand on agrège tout ça à un niveau supérieur, on arrive à analyser les éléments de la comptabilité qui nous donnent ce qu'on va appeler la finance au départ, tout simplement. En gros, d'accord. vous avez des plus, des moins, et puis j'essaie d'analyser ces plus pour savoir si à la fin du trimestre, ben, j'en ai un peu plus, comment je peux me projeter dans le futur. Là, je commence à faire des analyses financières de Ok, façon simple. Voilà, c'est d'accord. pas compliqué. En fait, on le fait quotidiennement, dans nos habitudes. Naturellement. Ah oui. Alors, toujours dans le domaine de la définition, c'est quoi l'inclusion financière? Alors, dans l'inclusion financière, il y a le terme inclusion et le terme donc financière, donc l'inclusion par la finance. C'était parti au départ parce qu'on appelait les exclus aujourd'hui des circuits économiques. Oui. Et on a dit comment on peut pratiquer, inclure tous ceux qui sont exclus des secteurs, disons des secteurs financiers. Totalement, on va prendre l'extrême pauvreté par exemple, comment on peut la ramener dans un cercle vertueux aujourd'hui qui fait qu'on peut tous gagner décemment notre vie. C'est ainsi qu'est apparu le terme d'inclusion financière. Donc, c'est de dire globalement de manière simple comment celui qui a très peu peut être ramené dans un circuit où il a le minimum vital, où il vit au-dessus du seuil de pauvreté. Par définition, c'était des personnes qui étaient exclues. Vous savez, pour ouvrir un compte en banque, Oui, il fallait quand même un minimum. tout à fait. Quand vous n'avez pas de compte en banque au départ, vous ne pouviez pas payer certaines factures, etc. Donc on a dit comment on ramène tout ça. C'est ainsi qu'on a commencé à avoir, je prends la banque, on a commencé à avoir la microfinance, ou Oui. avant ça même, la nanofinance, Oui. qui permettait d'avoir de très très petites épargnes Oui. mises sur un compte. Le téléphone Oui. a été un moyen formidable d'inclusion financière parce qu'on a Oui. eu justement tout ce qui est mobile money. On pouvait faire des micro-transactions, des nano-transactions Oui. et permettre aujourd'hui de payer n'importe qui Oui. à travers justement cet instrument qui à l'origine était réservé aux plus nantis. À l'origine, pour pouvoir faire un virement, il fallait avoir un compte. Pour avoir un compte, il fallait avoir un salaire, etc. Oui. Aujourd'hui, quasiment avec je dirais une pièce d'identité et un téléphone, vous pouvez avoir un compte bancaire, Oui. un compte mobile money. Donc, c'est tout ça l'inclusion financière. Au-delà, vous voyez, je n'ai pas pour l'instant parlé de crédit, j'ai parlé de transactions. Pouvoir faire vos besoins basiques. Épargner, payer, faire vos dépenses, c'est déjà de l'inclusion financière. Oui. On est passé aussi, il y a l'assurance, il y a la micro-assurance qui permet même à celui qui n'a pas grand-chose de s'assurer, de soigner ses enfants. Donc, on pense toujours au crédit.
c'est d'abord réaliser des transactions de base, payer, recevoir, épargner, éventuellement s'assurer. Après, on peut passer dans le crédit justement qui vous permet justement d'emprunter pour faire d'autres choses. Tout à fait. Alors, pourquoi est-ce qu'il est crucial, du coup, de se concentrer sur l'inclusion financière et principalement en Afrique et pas ailleurs? Alors, vous voyez, aujourd'hui, l'Afrique, je dirais, est, compte tenu de sa taille, compte tenu de sa population, compte tenu de son développement, déjà, est au cœur de cette inclusion financière. Je rappelle qu'au départ, si vous vous rappelez, le premier exemple aujourd'hui qu'on a de micro et de nanofinance à échelle, je dirais, à grande échelle, c'était le Bangladesh. C'était avec la Grameen Bank, professeur Mohamed Younous. Il y a eu en Inde aussi la Sewa Bank, par exemple, mais qui étaient des populations relativement pauvres, plutôt pauvres, de larges populations. Et il fallait en tenir compte parce que, vous savez, si vous n'arrivez pas à inclure, quand vous avez un taux d'inclusion financière très faible, Oui. qu'est-ce que vous faites de cette population qui est nombreuse, qui grandit d'année en année? Qu'est-ce que vous faites? Ça peut être une bombe sociale à retardement. Donc vous êtes obligé d'en tenir compte. Comme on dit, si vous ne vous occupez pas d'eux, ils vont s'occuper de vous. Donc comment vous faites pour les inclure? Il y a une statistique, j'aime bien, on dit aujourd'hui, il y a à peu près 90% aujourd'hui de personnes qui devront vivre en tout cas, de petits boulots, qui sont des nano-entrepreneurs, des micro-entrepreneurs. Il faut trouver le moyen d'inclure tout ça dans un écosystème qu'ils fassent partie eux-mêmes de votre société. Sinon, vous avez un problème. Alors, si je comprends bien, l'explication que vous venez de donner, Monsieur Conan, c'est que inclure cette masse de la population qui n'est pas toujours prise en compte, c'est de faire en sorte de participer à un équilibre finalement. Absolument, parce que c'est le plus grand nombre. Oui. Si vous n'incluez pas le plus grand nombre, vous aurez un problème. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Vous vous occupez pas d'eux, ils vont s'occuper de vous. Maintenant, comment on fait pour ramener tout ça dans un écosystème cohérent? Dans ce que moi j'appelle le cercle vertueux de la finance, ça va commencer par la nanofinance, la microfinance, la mésofinance, la finance, et puis on va dire... on va faire une petite pause, parce que les termes, je pense, vont donner un peu le vertige aux personnes qui nous écoutent en ce moment, parce que je sais que quand on entend de nouveaux mots, on se pose des questions. Donc, je vais vous demander de définir ces différents termes. Je vais tout vous définir. Il n'y a pas de problème. Nano, micro, méso, et puis la finance. Oui. La nanofinance, c'est la toute petite finance dont je vous ai parlé, qu'on fait à travers le mobile. Oui. Aujourd'hui, je vous envoie 500 francs à travers mon téléphone. Je fais un crédit, j'emprunte, j'ai pas assez pour mes unités téléphoniques. J'emprunte aujourd'hui 200 francs. Le lendemain, on me les remet. Ça, c'est de la nanofinance qui ne peut se faire qu'à travers des outils digitaux, le téléphone, etc. D'accord. La micro, on remonte un peu plus. Donc, c'est là où vous allez voir toutes les institutions de microfinance qui prolifèrent aujourd'hui, qui permettent de régler un certain nombre de problèmes. La méso, c'est ce qu'on appelle la finance du milieu. Cofina a été le précurseur dans la mésofinance. C'était l'inclusion par le milieu, en considérant qu'il y avait des institutions de microfinance, il y avait des banques, d'autres institutions financières qui s'attaquaient à la finance, mais le milieu, c'était les exclus du milieu. Imaginez un enfant qui rampe, qui n'a pas encore fait ses 4 pattes et on lui demande de courir. Il faut le chaînon manquant au milieu. C'est ça la mésofinance. La finance classique, c'est ce que vous pouvez trouver partout avec les banques, les marchés de capitaux, etc. Donc, une fois de plus, c'est bon, on m'a compris, hein, c'est simple. Toujours simple, parce que... En tout cas, moi, j'ai compris. Je suppose que la majorité des personnes qui nous suivent aussi, c'est une explication très claire. Je ne donne jamais mon véhicule à un mécanicien qui ne peut pas m'expliquer simplement ce qu'il va y faire. C'est que lui-même, il n'a pas compris, vous allez avoir des problèmes. Je pense que c'est très, très bien avec les exemples à l'appui. Je pense qu'on a très, très bien compris. Et partant de ces thèmes-là, maintenant, on va évoluer vers la discussion. Et vous demandez, est-ce que vous pouvez nous donner justement un aperçu de l'accès actuel aux services financiers en Afrique? Alors, l'accès s'est beaucoup démocratisé au cours des 10 dernières années. Comme je vous l'ai dit, à l'époque, quand vous rentriez dans une institution financière, vous aviez mal à la tête avant même de pouvoir ouvrir un compte. On vous demandait un certain nombre de documents. Aujourd'hui, on l'a quand même relativement simplifié. L'accès est relativement ouvert. Je dirais qu'on est même plus en avance que certains pays développés sur les aspects relatifs à
l'inclusion financière oui. aux ouvertures de compte. C'est Le mobile surprenant. money est beaucoup plus développé en Afrique Oui, qu'en Europe ou aux États-Unis parce qu'il correspondait à un besoin, il répondait à un besoin. L'accès, c'est relativement démocratisé. oui. L'accès au crédit, c'est différent. L'accès au crédit est totalement différent pour une question simple, c'est qu'il y a une absence de données qui ne permettent pas aujourd'hui d'avoir de la lisibilité. D'accord. Mais ça évolue. Mm. Ça évolue. Alors, on va passer au concept de la mésofinance. Donc, le domaine qui vous intéresse particulièrement à travers Cofina, puisque vous avez dit tout à l'heure que vous étiez le leader, vous avez été le premier à vous intéresser à cette, on va dire, entre-deux mondes et permettre aux personnes qui se trouvent dans cette situation de pouvoir avoir accès donc aux services financiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de manière simple c'est quel davantage avec plus d'exemples parce que vous avez parlé de l'entre-deux, mais c'est quoi la mésofinance? Si on peut avoir des exemples concrets, par exemple. D'accord. Merci. On a été effectivement précurseurs parce qu'au départ, personne ne savait ce que c'était. Ça n'existait, j'allais dire même pas. Oui. Mésofinance, en fait, ça vient du grec mésos qui veut dire milieu. Oui. Donc, c'est la finance du milieu, le chaînon manquant. Oui. Je vais vous donner ce que j'appelle le cercle vertueux de la finance. Comme ça, vous allez voir l'importance aujourd'hui de la méso. Je vais parler de l'enfant qui faisait les quatre pattes et qui Tout à devait fait. courir. Oui. La microfinance va s'adresser à la jeune femme qui est au marché, qui vend des tomates. Oui. Vendant ses tomates, elle a besoin d'un petit... Elle a économisé quand même. Elle a besoin d'un petit financement pour payer le bail de sa boutique et avoir quelque chose de plus élaboré. Oui. Donc la microfinance lui donne tout ça. Ensuite, elle a carrément besoin d'acheter sa boutique. Elle l'achète. Elle achète éventuellement un terrain pour entreposer les tomates qu'elle aura achetées qui deviennent en grande quantité. Elle a un peu d'argent. Elle emmène son enfant dans les meilleures écoles pour qu'il puisse revenir avec d'autres diplômes et changer la façon de former. Cet enfant qui a été accompagné donc par la mésofinance au début, qui a permis à la dame de grandir, donc qui allait au début, elle empruntait quelques centaines de milliers de francs CFA. Là, elle emprunte 20, 30 millions, 50 millions. Elle envoie cet enfant à l'école, il fait les meilleures études, il revient. Là, il vient avec toute une méthode de gestion pour transformer. Il fait de la transformation maintenant. Il s'adresse à la banque qui lui donne cet argent. Il arrive à faire de la transformation. Il crée une marque de tomates made in Côte d'Ivoire qu'il exporte dans le monde. Il liste ensuite sa société sur les marchés boursiers et il devient le leader mondial des tomates. Vous voyez comment on est parti de la micro en passant par la méso, en arrivant à la finance classique. Et on a créé un champion ivoirien international dans la fabrication, la conception de tous les dérivés de la tomate. C'est à ça qu'on sert aujourd'hui. S'il n'y a pas de méso au milieu, elle restera au stade où elle vendra ses tomates au marché. Oui. Et là, on passe à un niveau de transformation parce qu'on a réussi justement sur 2 ou 3 générations à créer ce qu'on appelle un champion, pas seulement national, c'est un champion international. Là, et c'est ça qui nous intéresse. Alors, vous êtes leader dans le domaine de la mésofinance et en quoi est-ce que ce domaine joue un rôle important dans le soutien des petites et moyennes entreprises? Quand on a commencé, on a débuté le groupe Cofina, on s'est rendu compte d'une chose. Moi, en tout cas, quand j'étais en banque, j'arrivais pas à financer les PME. Okay. Quand on parle de PME, c'est petites et moyennes entreprises, mais dans les PME, il y a les P et il y a les M. Oui. Les M sont relativement structurées, elles arrivent à peu près à se financer, mais les P, même les TPE, ont beaucoup plus de mal. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on avait été formés à l'école, dans nos métiers bancaires. Avant que vous deveniez de me demander un financement, je dis, donnez-moi vos 3 derniers états financiers audités. Oui. Vous allez trouver ça où ? Vous ne pourrez pas les trouver. Oui. Et donc, on a dit, on va analyser ça différemment. Pourquoi la dame qui vous a fait cette belle coiffure là, par exemple, qui tient son salon de coiffure depuis 5 ans, qui emploie 5 employés, pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas éligible au crédit ? Elle paye depuis 5 ans un loyer et paye des employés. Parce qu'elle n'a pas d'état financier. Donc, il faut trouver le moyen de réconcilier. Oui. Donc, on crée des modèles pour reconstituer sa comptabilité. Et puis, on dit, oui, finalement, toi, tu as un chiffre d'affaires de X, tu as un bénéfice de Y. On peut éventuellement te prêter une somme pour te permettre de développer. Parce que cette femme-là ne vous fera pas défaut à cause de la somme qu'elle vous a prise. Elle est au même endroit depuis 5 ans. Elle emploie. Donc, son business est plus important. À faire la différence entre elle, et donc on passe dans qu'est-ce qui nous rend éligible au financement entre elle, c'est ce que j'appelle l'entrepreneur, et l'aventurier.
L'aventurier, il a vu cette coiffure sur vous, il dit c'est bien, si je fais ça, il y a beaucoup de gens qui vont la prendre, ça va marcher. Donnez-moi l'argent, il n'a aucune épargne, donnez-moi l'argent, et puis je vais me développer. Ça, c'est un aventurier, parce qu'il ne sait pas comment il va faire aujourd'hui pour arriver. La dame, elle sait comment elle va concevoir. À la limite, elle n'a pas eu besoin de vous pour commencer. Elle a pris ses petites épargnes, elle a commencé. Donc, l'épargne précède toujours le crédit si on veut fonctionner normalement. D'ailleurs, l'essence même de la microfinance, au départ, tous les déposants, tous les clients de la société étaient actionnaires. C'était ce qu'on appelait sociétaire, c'est la finance communautaire. Ils épargnaient pendant X temps, 1 an, 2 ans, et ensuite ils venaient demander un crédit. Donc vous voyez tout de suite celui qui avait la capacité d'épargner et celui qui ne l'avait pas. C'est comme ça que vous arrivez à différencier l'entrepreneur de l'aventurier. On dit l'entrepreneur, il connaît 70% de ce qu'il va faire. Les 30%, il dit qu'il va les apprendre au fur et à mesure de ses erreurs, ce qui est normal. Oui. L'aventurier, c'est l'inverse. Il a peut-être une idée vague de 30 à 30% de ce qu'il va faire, et puis il va prendre les 70% sur le terrain. Vous-même, vous avez envie de suivre un entrepreneur ou un aventurier? Voilà. C'est vrai que c'est mieux quand les risques sont limités. Voilà. Alors, en ce qui concerne la mésofinance, en quoi est-ce que c'est un modèle qui a été particulièrement adapté, en tout cas en s'appuyant sur votre expérience, on va dire au contexte africain? Pour la simple bonne raison qu'il y a des besoins. Les caractéristiques de la mésofinance, c'est quoi? On arrive à donner des financements à des entrepreneurs, pas des aventuriers, des entrepreneurs qui n'ont pas d'état financier, qui en général ont des besoins en urgence, donc il faut aller vite, et il faut pouvoir reconstituer un petit peu leur volume d'affaires. C'est 90% des entrepreneurs dans nos pays aujourd'hui. 90% des entrepreneurs sont dans cette situation-là aujourd'hui. Il faut arriver à les accompagner pour qu'ils deviennent, peut-être pas cette génération, mais la deuxième génération des entreprises structurées. C'est bon pour eux, parce qu'un entrepreneur que nous accompagnons en moyenne emploie 5 personnes. Si ces 5 personnes nourrissent une famille de 10 personnes, ça fait tout de suite 50 personnes que vous aidez à travers ces financements. C'est ceux-là qui seront les multinationales de demain. Pourquoi ça marche en Afrique? Pas d'état financier, une économie, je ne dirais pas informelle, mais plus ou moins formelle, mais qui fonctionne quand même. C'est juste que d'un côté, il y a des gens qui parlent chinois et de l'autre, il y a des gens qui parlent français. Vous devez avoir le décodeur au milieu pour réconcilier les deux. Absolument. Si vous leur demandez des états financiers audités, ils n'en auront pas. Si vous essayez de reconstituer leur comptabilité avec eux, éventuellement, vous pourrez arriver à quelque chose. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est de cela que vont naître les multinationales africaines de demain. Alors, quels sont les facteurs qui ont permis à Cofina d'être le leader africain dans la mésofinance? Alors nous, on avait une vision claire dès le départ. Notre vision, on n'a même pas parlé de leader, on a dit être le modèle panafricain de la finance inclusive. Parce que le leader, vous pouvez être, le numéro 1, mais il faut le faire avec la manière. Tout à fait. Donc on a voulu être un modèle. Même si on n'est pas premier, on veut en tout cas être le modèle. Celui qui fait la chose et qui la fait de la bonne manière. On avait une vision très claire. Et notre mission, c'était de créer de la valeur ajoutée pour nos partenaires et de participer durablement au développement du continent africain. Tous ces mots comptaient. Vision, parce que si vous n'avez pas de vision, vous tournez, vous allez de gauche à droite. On dit là où il n'y a pas de vision, les peuples périssent. Absolument. Donc, on avait une vision très claire. On avait une mission aussi, c'est de gagner, de faire gagner nos clients, de faire gagner nos partenaires, nos actionnaires. Tout ça, c'était très clair. Et puis, on avait des valeurs. Je vous donne ce qui nous a permis d'être là. Oui, on est preneur. Vous avez vu tout à l'heure que ma collègue est venue redresser mon pins. Oui, tout à fait. Parce qu'elle connaît la valeur de ce pins. Il y a 3 couleurs. Le gris, le blanc et le rouge. Et une disposition particulière. Le gris pour le respect et la rigueur. Le blanc pour le service et la simplicité. Le rouge pour l'innovation et l'intégrité. Je n'avais pas vu qu'il était de travers. Elle connaît la valeur. Parce qu'elle allait se faire gronder si on rentrait, qu'on a fait une interview avec le pins à l'envers. Donc tout ça compte. Et une fois que vous avez établi un set de valeurs, vous pouvez avancer. Parce que sinon, vous allez faire ce qu'on appelle... vous savez, on dit qu'il ne faut pas confondre mouvement et progression. Un mouvement, vous allez à gauche, à droite, vous revenez. Mais quand vous avez une vision, un point de mire, vous savez où vous voulez aller et puis vous avancez. Donc la clé de Cofina, c'était ça, d'avoir une vision claire, d'avoir une mission claire et d'avoir des valeurs claires. Et une fois que vous avez ça de clair, vous recrutez des collaborateurs qui adhèrent à, justement,
votre ADN. Et c'est ça qui est le secret vraiment de notre avancée. On a encore du chemin à faire, Oui. mais on s'efforce à chaque fois d'avoir des collaborateurs, des partenaires qui adhèrent à cette vision. Tout à l'heure, vous avez fait cas du fait que sur le terrain, vous avez rencontré, on va dire, des entités qui n'avaient pas d'état financier. Est-ce que vous avez vous êtes retrouvé en situation où il fallait créer des outils pour pouvoir s'adapter à donc cet environnement-là? Oui, on en a créé. On a par exemple aujourd'hui un debt rating model, c'est un modèle de classement de votre dette, de rating de votre dette, qui permet sur la base des éléments qu'on collecte Oui. de pouvoir analyser si vous êtes un bon risque ou pas un bon risque. Oui. Il est basé sur est-ce que vous avez une activité, elle existe depuis combien de temps, combien de collaborateurs vous êtes à l'intérieur, on fait quelques check-in. Est-ce que vous avez déjà des crédits en impayés ailleurs, et puis on va même aller regarder est-ce que vous roulez dans la dernière Mercedes ou Range Rover. Pour un entrepreneur qui vient demander de l'argent, s'il est dans ça, c'est qu'il a déjà il a un problème de priorité dans ses dépenses. Oui, Donc tout ça absolument. permet à peu près de voir qui vous êtes, comment vous allez évoluer, et puis où est-ce qu'on va aller. Il y a eu un modèle formidable qu'on avait fait au Togo, où on avait décidé de donner à des couturiers une somme. Pas de donner, de prêter pour qu'ils puissent se développer. C'était au Togo, c'était dans le programme d'inclusion financière. Il fallait venir pendant 2 mois à la capitale se former avant de bénéficier de cet argent. Au bout des 2 mois, il en restait peut-être le tiers, parce que les gens veulent de l'argent, mais aller s'asseoir, se former pendant 2 mois, prendre de leur temps, se loger chez quelqu'un, c'était déjà beaucoup. Donc, Oui. il y avait déjà un premier écrémage. Oui. Le deuxième écrémage, les meilleurs, ils restaient chez eux à la maison. Oui. Ils achetaient la machine, ils achetaient le tissu, ils fonctionnaient, ils le vendaient, ils commençaient à gagner de l'argent. Les autres, le peu d'argent qu'ils avaient, ils essayaient d'aller trouver un beau local où c'était marqué directeur. Donc vous voyez, on voyait tout de suite dans les réflexes ceux qui allaient y arriver et ceux qui n'allaient pas y arriver. C'est avant tout dans l'attitude. On dit toujours, c'est votre attitude plus que vos aptitudes qui déterminera votre altitude. Oh, un beau jeu de mots. En tout cas, moi qui suis slameuse. C'est pour ça que j'ai fait ça. En tout cas, c'est un beau jeu de mots avec du sens surtout. Et c'est très important d'avoir du sens dans les activités qu'on fait. Et en parlant de sens, vous avez aussi intégré le côté éducation financière. Sur le terrain, quels ont été les défis auxquels vous avez fait face en ce qui concerne l'éducation? En quoi est-ce que ça représente une difficulté encore jusqu'à présent? Vous savez, c'est crucial. Plus que même de vous donner de l'argent, c'est le principe de, au lieu de donner du poisson, apprenez à pêcher. Ah oui. Dans le monde, il a été établi, vous donnez la même somme à des entrepreneurs, ceux qui ont une éducation financière, une éducation d'entrepreneuriat, et ceux qui n'en ont pas, vous revenez une génération après, les premiers les ont tous perdus, les autres les ont doublés. C'est comme, vous savez, même dans la Bible, la loi des talents. Oui. Ceux à qui on a donné des talents, c'est la même chose aujourd'hui. Donc, très important, l'éducation financière. Elle commence des fois de façon totalement informelle. Certains ont eu la chance de baigner dans un environnement où il y avait une éducation financière. Je dis toujours la jeune fille qui faisait ses études et qui accompagnait sa maman au marché Gouraud, qui vendait à son étal, elle sait déjà faire les plus et les moins. Oui. Le jeune commerçant, fils de commerçant Djoula qui faisait du transport, quand il est avec son père qui vont faire ça, il a déjà ça dans le sang aujourd'hui. Oui. Ça, on était toujours, quand on était étudiant, je suis un peu plus âgé que vous, tous nos amis libanais qui étaient là quand on était en vacances, eux, ils allaient dans la boutique du papa ou de l'oncle. Absolument. Déjà, on vous donne une éducation financière à la base. Oui. Si vous ne savez pas économiser 1000 francs, vous ne saurez pas économiser 1 milliard. C'est aussi simple que ça. Wow. Je peux vous les donner, vous ne saurez pas le faire. Ça, je pense que c'est un message que les personnes qui nous suivent en ce moment vont garder ancré dans la mémoire. Et pour vous, toujours dans l'éducation financière, comment est-ce qu'on peut l'adapter à notre milieu, à notre, on va dire, espace africain avec ses réalités? Vous savez qu'au final, on a un principe. On a ce qu'on appelle, pour prendre les choses simples, un modèle opérationnel centralisé. Ça veut dire que c'est les mêmes procédures, c'est la même façon de regarder un crédit, c'est la même façon, on a les mêmes valeurs, la même vision. Mais par contre, l'approche marché, elle est spécifique à chaque pays et je dirais même à chaque région.
Parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon au nord, à l'ouest, au sud, au centre. C'est des pratiques qui sont différentes, qui sont basées sur notre ancrage culturel. Donc, il faut que ce soit adapté à l'environnement dans lequel vous êtes. Il faut que ce soit adapté à vos habitudes. Prenez l'exemple de... C'est tellement parlant, j'aimerais toujours dire... vous avez un taux de glycémie élevé, on veut soigner votre diabète, votre médecin dit, bon, ce soir, à partir de maintenant, ce sera chou-fleur, brocoli. Vous allez donner à un baoulé qui mange sa sauce junglée, son truc. Non. Donc, celui qui est pragmatique va dire, bon, écoutez, voilà ce que vous avez, réduisez la quantité peut-être de moitié ou du tiers. Parce que de l'autre côté, ça ne marchera pas. C'est pas la peine, c'est pas dans ses habitudes. Il veut manger son foutu sauce junglée, il fera pas autrement. Donc, c'est la même chose dans ce qu'on est en train de faire dans l'inclusion financière. Il faut que ce soit adapté à l'environnement dans lequel vous êtes. Je me rappelle, il y avait des bailleurs qui sont venus nous voir quand on savait qu'on a Finel, l'institution qui s'occupe des femmes. Ils nous ont dit, oui, on ne comprend pas, il faut revoir vos policiers quand la femme, il faut mettre en place des mesures pour que quand la femme est accouchée, elle ait de plus longs congés maternité. Ça partait de mon principe, mais la dame, elle venait des Pays-Bas. Je dis, mais vous vous rendez pas compte d'une chose. Quand elle a fini d'accoucher, cette dame, elle a besoin d'aller travailler. Mais chez nous, il y a toute une aide autour. Il y a un parent qui est toujours à la maison. Vous avez réglé un problème d'inclusion financière. Il vous aide avec le bébé. Ça lui crée aussi... il est dans des conditions où il peut manger. Des fois, même vous l'inscrivez à l'école en contrepartie d'une aide. Mais elle analysait ça avec un prisme qui venait des Pays-Bas. Nous, on a analysé avec notre prisme local. Déjà, vous êtes diamétralement opposés aujourd'hui. Donc, il faut absolument que ce soit adapté à votre environnement. Et puisqu'on dit que vous êtes leader africain, vous avez eu l'opportunité de développer vos produits dans plusieurs pays d'Afrique. Quel est le territoire où ça a été le plus compliqué de trouver un milieu d'adaptation? Je vous dirais, chaque pays a ses spécificités. Et on dit toujours chez nous, a ses difficultés. Mais chaque pays a ses décodeurs aussi. La particularité du modèle que nous avons, c'est que sachant ça dès le départ, on ne va jamais seul dans un pays. En général, quand on va dans un pays, on cherche aussi des actionnaires locaux qui sont avec nous au conseil d'administration. On emploie des gens du pays qu'on associe à la gestion, de telle sorte qu'ils vous apportent le prisme culturel que vous n'aurez pas. Vous allez à 2 pas ici, je vous dis, même dans le même pays, on ne fonctionne pas de la même façon. A fortiori, vous allez en Afrique centrale où il y a des fonctionnements qui sont différents. Vous allez au Mali à côté, c'est complètement différent. Donc, c'est nos partenaires locaux qui sont avec nous, qui nous aident aussi à comprendre le pays et à adapter notre stratégie pays à l'environnement. Bien noté. Et en ce qui concerne l'inclusion financière, comment est-ce que, on va dire, l'inclusion financière contribue à créer de l'emploi? Il y a une statistique que j'aime bien. On dit toutes les 24 heures dans le monde, il y a 33 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Toutes les 24 heures. Sur les 33 000, il y en a seulement 12 000 qui auront des emplois formels. Donc les 21 000 que vous créez toutes les 24 heures dans le monde, si vous n'arrivez pas à les intégrer, si vous occupez pas d'eux, ils vont s'occuper de vous. Donc, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat, c'est l'inclusion financière. Vous n'avez pas le choix. C'est un facteur de stabilité, c'est un facteur de développement. Et de toute façon, c'est fini le temps, comme dans les années 60 où 90% des gens qui avaient fait des études disaient qu'ils veulent aller être fonctionnaires. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Vous avez besoin, on ne peut pas absorber tout ça. Vous avez besoin de créer des emplois par l'inclusion financière. Et quels sont les outils que vous avez pour vous assurer que les produits que vous mettez en place sont efficaces? Alors, vous allez le savoir tout de suite. On dit, au lieu de créer un produit et de dépenser des sommes folles en communication pour essayer de faire adopter votre produit, créer un produit dont les gens ont besoin, il se vendra tout seul. C'est sûr. Si votre produit ne se vend pas, c'est qu'il n'est pas adapté. Vous revoyez votre copie et vous revenez. C'est le terrain qui vous démontre si votre produit est adapté ou pas. Et on fait des tonnes d'erreurs tous les jours. Mais on apprend de nos erreurs et on l'adapte. Donc il faut être très réactif et écouter son marché. Vous avez parlé tout à l'heure d'un produit qui est Finel.
qui concerne, on va dire, les femmes. Est-ce que c'est un produit que vous avez créé pour pouvoir régler les questions de, on va dire, d'inégalité de genre? On a voulu avoir un produit spécifique en Côte d'Ivoire pour adresser le besoin particulier des femmes entrepreneurs. Parce que qu'est-ce qu'on réalisait? Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Oui. Quand on fait les statistiques, on dit il y a autant d'hommes que de femmes qui empruntent. Oui. En fait, c'était vrai en nombre, Ok. mais ce n'était pas vrai en valeur. Quand on monte en valeur, on doit être à peut-être 70% d'hommes, 30% de femmes. Pourquoi? Parce que les femmes étaient présentes dans la très petite microfinance, la finance communautaire, ce qu'on appelle les financements participatifs, Oui. avec des groupements. Dès que vous montiez, vous aviez de moins en moins de femmes entrepreneurs. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors, il y a beaucoup de choses. Il y a déjà le taux d'éducation, Oui. puisque pour des raisons historiques, culturelles, les hommes étaient plus éduqués que les femmes, allaient Oui, plus oui. loin à l'école. Donc, vous Oui. retrouvez ça dans la chaîne aussi d'emprunt. Oui. Il y a des obligations qui sont de moins en moins vraies, parce qu'aujourd'hui, avec le télétravail, tout ça, ça a changé. Mais à l'époque, nous, un des principaux freins au développement qu'il y avait des femmes, c'était la mobilité. Oui. Parce que comme vous êtes moins mobile que nous, quand vous avez votre mari, vous ne voulez plus le quitter. Donc, on peut plus difficilement vous dire abandonnez je ne sais pas si c'est le mari ou les enfants d'ailleurs que vous ne voulez pas quitter, mais ne laissez pas les enfants, je ne peux pas les laisser là et on me mute dans un autre pays. Oui. Donc, c'était plus compliqué. Donc, il y a tout un conjugué de facteurs Oui. qui expliquaient ça, mais ça se corrige. Ça se corrige. Avec Et c'est le pour temps? ça qu'on a créé Finel. Finel, d'accord. Et même, je vais vous choquer, on a pensé que les femmes empruntaient et puis étaient de meilleurs payeurs que les hommes. Ah non, moi, je ne suis pas choquée. On a fait cette statistique. Par le bas, c'était vrai. Dès Oui. qu'on montait dans les crédits plus importants, il y avait le même niveau de défaut. Et au contraire, quand elles le faisaient, elles le font avec beaucoup plus de subtilité. Donc, c'est encore plus grave. Oh là là. Je vous chahute. Mais... D'accord. Alors, toujours avec le produit Finel, est-ce que c'était aussi une manière de contribuer à l'autonomisation financière des femmes? Totalement. On a voulu avoir un produit spécifique, puisqu'on a, en Côte d'Ivoire, on est la seule institution dans notre domaine qui a 2 institutions de micro-mésofinance. On a Cofinal Côte d'Ivoire et on a Finel. On a voulu distinguer Finel en la dédiant aux femmes entrepreneurs, des institutions qui étaient ou dirigées par des femmes ou détenues à plus de 50% par des femmes. Oui. Le concept a bien fonctionné. Le service était de qualité. Du coup, on a eu de plus en plus d'hommes qui sont venus et qui viennent se servir à Finel. Mais à l'origine, on voulait avoir un produit distancié, même si c'est moins vrai aujourd'hui parce que il a attiré aussi des hommes. Ah oui, finalement, donc ce n'est plus exclusif. Non, il n'a jamais été exclusif. On a voulu privilégier, par le Ok. canal Je privilégié. pense que le terme est plus Voilà, adapté. on n'a pas voulu le faire exclusivement dédié aux femmes. C'est pour ça qu'on a même mixé dirigé ou détenu à 50%. Oui. Une chose est sûre, c'est que si vous avez 2 financements à mettre en place à Finel, de qualité égale, et qu'on a une contrainte de liquidité, la femme passera en priorité parce qu'à l'origine, l'institution a été dédiée aux femmes. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous donner on va dire, un témoignage d'une femme entrepreneur que vous avez aidée avec le produit Finel, qui est aujourd'hui une réussite? Alors, il y en a plusieurs. Pour des raisons, je dirais, de confidentialité. Oui. Dans notre domaine, on ne peut pas citer les noms sans l'accord préalable des personnes, mais je Tout à peux fait. vous dire qu'il y avait une école qui était, après, certains pourront deviner, qui était la première école en dehors des grandes écoles du lycée américain, etc., qui offrait des programmes bilingues, qui n'arrivaient pas à se financer auprès du secteur bancaire classique, Oui. parce que la période donc, de paiement des frais de scolarité ne matchait pas avec le modèle classique de la banque. Tout à fait. Ça a été une de nos plus belles réussites. On a accompagné l'institution. Aujourd'hui, elle s'est développée de manière spectaculaire et c'était une de nos plus belles réussites. On a eu un restaurant d'un couple où la femme tenait les rênes du restaurant. Elle est venue nous voir. Elle était un tout petit restaurant. Elle nous a dit, on leur a dit, bon, écoute, avec l'affluence qu'on voit, on pense qu'on peut vous accompagner. On les accompagnait avec un premier, un deuxième, un troisième financement. Aujourd'hui, ils ont 1 restaurant, 2 restaurants, 3 restaurants, un service traiteur. Et c'est un des plus beaux restaurants où on peut venir manger de la cuisine africaine,
dans des conditions et aux standards internationaux. Et ça, c'est une belle fierté. Chaque fois qu'on se voit, on se dit, ah, c'est pour ça qu'on a fait ce métier quand même. Oui. Et en parlant de réussite, justement, est-ce que vous avez eu la capacité avec le temps, en tout cas, de voir sur le terrain une certaine normalisation de l'écart entre, on va dire, les participations des hommes et des femmes à la vie entrepreneuriale? Alors, c'est des choses qui évoluent lentement. Oui. Parce que je vous ai dit, ça part de la base. Oui. Mais il y a de plus en plus de femmes entrepreneurs, ça c'est clair. Il y en a Oui. énormément à un niveau bas. Quand on monte au niveau plus haut, c'est plus rare, mais pour des raisons historiques. Il faudra aller une génération tout à fait, pour que vous voyez réellement ce changement. Oui. Mais on le voit de plus en plus et ça évolue. Est-ce qu'avec le produit Finelle, par exemple, il y a eu beaucoup plus d'engouement? Oui, parce que déjà, c'est un produit qui se vend bien. Oui. C'est un produit que les femmes se sont appropriés. D'ailleurs, si vous n'avez pas de compte là-bas, je vous invite à aller ouvrir votre compte. Je vais courir. Donc, c'est un produit qui se vend bien. C'est un produit qui est adapté. Et il y a eu de l'engouement parce que vous avez créé quelque chose et la présidente du conseil d'administration est une femme, la directrice générale est une femme et qui comprend mieux probablement certaines problématiques que nous. Donc, oui, ça fonctionne. Et du coup, comment vous voyez l'avenir? Puisqu'on parle de génération, des changements qui vont se faire. Comment vous voyez l'avenir de la mésofinance ici en Afrique? Un avenir glorieux parce que depuis qu'on a commencé, il y a de plus en plus d'institutions de mésofinance qui se mettent en place. Au début, quand on a commencé, on nous a dit c'est impossible de financer des PME et des entrepreneurs dans de bonnes conditions. On nous prédisait, vous allez faire faillite demain, ils ne tiendront pas 2 ans. Aujourd'hui, non seulement on l'a fait, mais on a créé des émules. Oui. Il y a dans plusieurs pays où nous sommes, nous avons des collègues, anciens collègues qui partent aussi et qui créent des institutions de méso et ça crée un écosystème suffisamment vertueux. Donc, on est fiers aussi d'avoir pu créer ces émulations-là. Et c'est avec la somme, on ne peut même pas satisfaire tous les besoins. Oui. Et réellement, aujourd'hui, il en faut énormément pour qu'on puisse régler tous les problèmes du continent. On va faire notre part. Oui. On va essayer d'inculquer des valeurs à nos jeunes collaborateurs, à nos clients pour qu'ils fassent de même. Et puis la somme de tous ces efforts va aboutir à un développement collectif. Est-ce que Cofina a déjà été approché par une autre entité qui voulait aussi se lancer dans le domaine de la mésofinance pour de l'assistance Oui, il y a une microfinance consoeur au Sénégal qu'on a accompagné, à qui on a fourni l'assistance technique pour pouvoir se développer. On fait des échanges avec plusieurs de nos collègues avec qui on avance. On pousse ce qu'on peut pousser. Oui. Donc, il y en a plein qui nous accompagnent, qui nous appellent pour pouvoir les aider à se développer. Il y en a même qui nous appellent qui arrivent du Nord et qui nous appellent pour nous racheter. On dit non, on a un modèle qui est spécifique, oui. Il est adapté à l'Afrique. Oui. Si vous arrivez, vous allez peut-être dénaturer le modèle. Nous, on veut continuer parce qu'on y croit. Ce n'est pas seulement pour nous. On est là pour durer. Et on est là pour les générations futures aussi. Vous avez parlé du fait qu'il y a beaucoup d'entités donc, qui se sont développées, tout comme Cofina, dans la mésofinance. Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit il y a de la concurrence quelque part? Parce que parfois aussi, on peut se dire il y a de la concurrence, ça peut poser un problème, ça peut être une difficulté, ça peut être un frein. Celui qui a peur de la concurrence ne doit pas être entrepreneur. La concurrence, c'est une émulation. Ça vous aide à grandir. Quand il y avait une seule société de télécom ici, on se disait que c'était déjà trop. Quand il y en a eu 3, 4, le marché s'est encore développé davantage. En général, comment ça se passe? Quand vous avez une idée novatrice, vous êtes le pionnier. Oui. Il y a des suiveurs qui vont arriver dans le domaine. Mais si vous avez une longueur d'avance, donc si vous avez réussi à maîtriser aujourd'hui votre sujet, vous passez à une autre étape pendant qu'ils sont en train de catch-up. C'est ce qui est normal dans notre domaine aujourd'hui. La concurrence aide à se développer et créer de l'émulation. Oui. Nous, en tout cas, ça nous émule. Oui. Et une fois de plus, le marché, il est tellement large qu'on n'a pas du tout peur de la concurrence. Bien au contraire, on évite la concurrence à venir parce que ça veut dire que plus de clients vont être servis. Et in fine, il y a toujours 2 phases. Il y a une phase de croissance où il y a plusieurs établissements qui se créent. Oui. Et ensuite, il y a toujours une phase de consolidation parce que ce n'est pas un métier facile aussi. Absolument. Et où on rachète d'autres institutions, c'est vrai dans tous les domaines, dans les banques, dans les télécoms, dans les assurances. La loi de la concentration, elle va se passer. À l'époque, au Nigeria, il y a 20 ans, il y avait
95 banques, aujourd'hui, il y en a 25. Oui. Donc, il y a une consolidation qui va se faire dans tous les secteurs, aussi bien dans la mésofinance que dans la banque. Vous allez voir de nouveaux acteurs arriver. Vous avez vu les acteurs français, etc., qui sortaient du pays dans le secteur de la banque. Mais c'est des locaux qui vont racheter ces banques. Et après, il y aura des consolidations. Et pourquoi pas des consolidations mésofinance, banque, télécom. On verra. Est-ce que votre vision, on va dire, peut évoluer? C'est-à-dire que vous avez parlé de l'Afrique avec cet exemple de milieu là, de mésofinance. Je sais plus ou moins que l'Amérique du Sud a aussi un environnement qui est très similaire à l'Afrique. Est-ce que c'est aussi un territoire qui vous intéresse à l'avenir, à tout hasard? Alors, on va poser cette question. J'ai envie de dire, notre vision a été très claire. Oui. Et quand je regarde les premiers papiers, quand on a écrit l'histoire du groupe Cofina, la vision, elle n'a pas changé. Votre vision, elle ne change pas. Oui. C'est comme votre stratégie. Votre stratégie ne change pas. Oui. Maintenant, c'est la tactique qui s'adapte en fonction de ce qu'on appelle le chemin de la moindre résistance. Vous arrivez là, quand il y a un obstacle, vous venez là, mais vous êtes toujours rivé sur l'objectif. Sinon, vous faites du surplace. Tout à fait. Et la vision, elle n'a pas changé. C'est d'être le modèle panafricain de la finance inclusive. Donc, on veut être sur le continent et on veut fonctionner sur le continent. Ça, c'est notre playground. Maintenant, nous avons Cofina France, par exemple. Cofina France, qui a une licence auprès du régulateur qui favorise les transferts de la diaspora sur le continent. Oui. Donc, de la France, ils font des transferts en ouvrant des comptes ici. Oui. On leur finance des projets d'acquisition de terrains, de maisons, pour que quand ils quittent l'Europe, ils ne se retrouvent pas sans rien. Ici, vous savez, avant, on donnait l'argent à un cousin, va construire. On dit non, faites ça de manière professionnelle, vous le mettez sur un compte. Oui. Éventuellement, vous empruntez, on vous donne le crédit. On va vers un entrepreneur crédible, il construit votre maison, on vous la livre, on vous assure la gestion, le temps que vous revenez. Ça, c'est de l'inclusion financière. Et tout ce qu'on a hors du continent doivent être des enablers pour nous ramener vers le continent. C'était très important. Pourquoi je dis que la vision est importante? Si vous n'avez pas de vision, vous vous perdez. On aurait pu dire, ça marche bien, on va aller en Chine. Non, notre vision, modèle panafricain, finance inclusive. Donc, ça se passe ici. Tout ce qui est à l'extérieur nous aide à consolider ce qui est ici. Ça, c'est ma vision. Après, quand je prendrai ma retraite dans pas longtemps, le nouveau décidera s'il veut changer de cap, de stratégie. Ça, ce sera son call. En tout cas, c'est une masterclass pour nous qui sommes parfois, nous les jeunes, qui avons parfois du mal à déterminer c'est quoi une vision. Là, on a une idée plus ou moins claire. Et vous qui avez du métier dans la mésofinance avec les petites et moyennes entreprises, est-ce que vous avez un conseil à donner aux entrepreneurs de notre ère? Alors, je vais le faire sous forme de 2 citations. Oui. La première des choses, c'est valable pour votre travail, comme c'est valable dans vos relations, en amour, tout ce que vous voulez. On dit, trouvez votre passion et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Ça veut dire quand vous avez trouvé ce que vous aimez là, vous n'avez pas l'impression de travailler. Vous vivez votre passion. C'est la même chose en amour. Quand on a trouvé le bon ou la bonne, c'est tranquille. Quand on n'a pas trouvé, chaque petit problème, tu ris, on dit pourquoi tu as ri. Bon, vous voyez? Donc c'est ça. Et la deuxième conseil que je donne, on dit, celui qui privilégie son confort matériel à la satisfaction du travail bien fait, bientôt perdra les deux. Est-ce que vous pouvez répéter? Celui qui privilégie son confort matériel à la satisfaction du travail bien fait, bientôt perdra les deux. Ça veut dire que plutôt que de travailler, vous dites non, je suis bien payé, je vais en profiter. Bientôt, non seulement vous allez perdre le travail et vous allez perdre votre confort. Voilà, les deux. C'est bien enregistré. J'espère que les personnes qui nous suivent sur ce podcast ont noté les conseils de M. Jean-Luc Conan que nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd'hui. C'est tout pour cette session autour de la mésofinance, autour de la finance, de l'éducation financière. Et on espère que vous avez apprécié le moment en notre compagnie. Et pour ne pas rater les prochains épisodes, on va vous inviter à vous abonner et à nous suivre sur nos pages YouTube et Facebook de CityMag. À très bientôt pour le prochain épisode.